Bonjour et bienvenue dans notre journal régional de la mi-journée. Merci de nous être fidèles. Des nouvelles du ciel et du temps surtout, Météo France surveille actuellement un phénomène qui est né au large de la Floride et qui pourrait avoir des conséquences sur la Guadeloupe, la Martinique et pour ainsi dire sur tout l'arc antillais. Il s'agit d'une forte dépression dite subtropicale qui soulève de forts vents de surface et donc des vagues qui pourraient concerner nos côtes. Jusqu'à il y a quelques heures, Météo France s'est montrée plutôt prudente et discrète. Voici tout de même quelques précisions avec Karine Gielman. Des vents forts pouvant aller jusqu'à 60 à 90 km/h sont annoncés par Météo France dès dimanche soir. En attendant, à la marina du Gosier, le calme est de rigueur avec un vent plat et sa localisation qui la protège de la houle venue du nord. On va dire ici dans la marina, bien protégé. Donc on risque rien nous. C'est plus pour des gens qui sont en mer, faudra juste leur dire de faire attention et si la mer est trop forte, d'éviter de sortir en fait. La vigilance est toutefois de rigueur pour Météo France. Une large et forte dépression extra-tropicale au large de la Floride et à plus de 1200 km au nord de l'arc antillais est annoncée. Une très forte houle du nord devrait toucher pendant plusieurs jours tout l'arc antillais à partir de dimanche soir. En mer, on attend des creux moyens de 2 à 3 mètres sur la façade atlantique et de 50 cm à 1 mètre sur le littoral de la Caraïbe. Cette dépression devrait durer plusieurs jours. Et le dernier bulletin de Météo France qui vient tout juste de tomber confirme que la Guadeloupe comme la Martinique sont placées en vigilance jaune. Le jaune qui signifie tout simplement qu'il faut être attentif, notamment pour ceux qui pratiquent des activités en mer. Saint-Martin, en revanche, est déjà passé en vigilance orange. Attention, phénomène dangereux. Autre alerte d'un autre genre, celui-là concerne le virus Zika en Martinique. L'Agence régionale de santé de l'île Sœur a hier confirmé 12 cas de contamination au virus transmis par le moustique Aedes aegypti. Les autorités sanitaires de la Martinique ont annoncé le relèvement du niveau du programme de surveillance, d'alerte et de gestion des épidémies. Le cimetière des esclaves de la plage de Rézinclair à Saint-François devrait bientôt faire l'objet de travaux de protection. Après une alerte, là aussi lancée aux politiques en pleine campagne électorale par un groupe de citoyens, bien cette alerte a semble-t-il porté ses fruits, mais l'opération devrait prendre du temps et en attendant, les baigneurs continuent de côtoyer des ossements. Patrick Hury. Un mois après l'alerte lancée aux politiques, par un groupe citoyen conduit par le plasticien Joël Nanquin pendant la campagne électorale, sur la plage de Rézinclair à Saint-François, les baigneurs continuent de côtoyer les ossements. Rien n'a réellement bougé sur le cimetière naturel érigé entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. On dénombre pas moins de 800 sépultures. Avec le temps, l'érosion dégrade de plus en plus ce patrimoine historique qui doit faire l'objet de travaux de réhabilitation. L'État et la région se sont récemment accordés sur un projet. Ce qui consistera avec des investissements qui vont avoisiner les 200 ou 300 000 euros, de remettre du sable ici, de conforter tout ça, cet appui-là, et de mettre un peu de nature végétale de telle façon à permettre que le sable reste un peu. Ça, ce serait dans un premier temps. D'autres solutions sont aussi à l'horizon, c'est le fait de passer des questions liées à la courantologie. Et ce système-là, c'est un peu plus cher. Et dans la mesure qu'il faudra à la fois protéger, non seulement ici, mais aussi le cimetière que vous voyez, le cimetière officiel, parce que la montée des eaux est très rapide dans cette partie de Rézinclair, et du fait de l'impact du courant par rapport à la construction précisément du port de pêche. Nous espérons, nous, pour notre part, que ces travaux vont être relativement mis en évidence, relativement entrepris, assez rapidement, dans la mesure que tout le monde est au courant et sensibilisé sur cette question-là. Et à mon avis, c'est un problème de décision et d'étude aussi. Entre mer et ossements, les touristes et les Saint-Franciscains semblent s'accommoder de cette situation. Non, je ne savais pas. Moi, je sais qu'il y a un cimetière là-bas, mais je ne savais pas que là, il y avait un cimetière. Donc, en voyant les eaux, je ne savais pas, non. Non, ça me fait pas peur, mais bon,
Je voyais qu'il y avait des travaux, mais bon, je pense pas qu'il y avait un cimetière. Ouais, mais bon, c'est bien qu'il y a l'histoire et puis les touristes, faut que ça cohabite. Oui, je savais, mais depuis longtemps on se baigne là, il n'y a pas de problème. Hein. Parfois on voit des squelettes qui se baladent là ici, mais on se baigne quand même, il n'y a rien. Il y a des gens, ils ont peur de ça. Moi ça ne me fait rien du tout. Comme on dit tout le temps, un mort est bien mort. Les ossements découverts sont exposés au Memorial Act ou restaurés au musée Edgar Clair du Moule et seront rendus à la commune une fois le chantier terminé. Un chantier qui connaît beaucoup de difficultés, notamment dû à la loi sur les 50 pas géométriques. Et l'événement carnavalesque de ce week-end, c'est bien sûr le Gozieval. Depuis le milieu de la semaine, la ville du Gosier organise des manifestations quotidiennes. Mais le premier temps fort, ce sera la grande parade de cet après-midi. Un rendez-vous qui met en œuvre une organisation particulière dans la ville balnéaire et engendrera également quelques modifications, notamment pour la circulation. Anne-Elisabeth Arsène et Patrick Curie. Le comité Gosier Carnaval est à pied d'œuvre dès ce matin pour les derniers préparatifs de la grande parade de ce dimanche. Nous sommes en plein préparatif afin que tout soit prêt pour 13h, dans la mesure où la circulation sera fermée à 13h et le carnaval va partir pour 14h30. Actuellement, en plein préparatif, comme vous le voyez, on essaie parce que là, il va être 10h. La sécurité est surtout très importante, dans la mesure où on va avoir un grand renforcement de la police nationale avec la gendarmerie, la police municipale du Gosier, un nombre de bénévoles, d'agents de sécurité très conséquent. Dans la mesure, comme vous le savez, la sécurité, c'est primordial aujourd'hui. Pour cela, les agents seront présents pour 13h, la mise en place 14h définitive. Certains spectateurs en profitent pour assister à la mise en place du circuit carnavalesque. Non, c'est pas la première fois, mais c'est sympa. C'est surtout qu'on a l'occasion de rester là aussi parce qu'on est bloqué. Parce qu'il y en a qui dû rentrer à la messe. Qui rentre à la messe, mais alors il ne s'occupe pas des autres. On est bloqué, il faut qu'on attende la fin de la messe. Ça nous permet de regarder les préparations du carnaval. Point d'orgue du Gosieval, la parade de cet après-midi comptera pas moins de 40 groupes pour ce rendez-vous carnavalesque incontournable avec cette année des groupes venus de Basse-Terre. Des contrôles filtrés seront mis en place aux 3 principales entrées. L'entrée du bourg par Poussinette, Belle-Plaine et Périnette. Tout à fait autre chose, le développement personnel, avoir la positive attitude, cela fait, semble-t-il, désormais partie des préoccupations de Guadeloupéens de plus en plus nombreux. Dès lors, des enseignants, des coachs, souvent venus d'ailleurs, ont saisi l'émergence de ce nouveau marché et ils sont nombreux à proposer des stages, des conférences avec témoignages plus ou moins spectaculaires à l'appui pour démontrer l'efficacité de pratiques et de techniques en tout genre. Le succès est, semble-t-il, au rendez-vous. Exemple avec cette conférence tenue hier au World Trade Center. Reportage Anne-Elisabeth Arsène. Une journée du changement positif et du développement personnel. C'est le défi proposé par Maïté Kitana et Lucella Léon-Félix aux Guadeloupéens présents au WTC de Jarry. Les Canadiens, les Américains sont très très avancés là-dessus, mais nous en Guadeloupe, on peut dire qu'on a un petit retard. Et en tant que Guadeloupéenne, je suis vraiment persuadée que c'est une chose qui est excellente pour les Guadeloupéens, qu'on en a besoin, qu'on a tous envie de devenir une meilleure personne, de savoir qui on est, ce qu'on veut pour faire de vrais choix en fait, prendre de vraies décisions et pas rester formaté par la société ou par disons des questionnements qui viendraient de la famille. Donc vraiment se connaître pour justement faire les bons choix, prendre les bonnes décisions, élever nos enfants dans ce sens-là. Parce que pareil, en tant que maman, ça m'intéresse que mon fils soit quelqu'un qui ait sa vraie identité, sa vraie personnalité, et qui fasse ses vrais choix, pas que des choix pour me faire plaisir. Donc voilà, en fait, c'est en discutant de tout ça qu'on a décidé vraiment de mettre en place cette journée du changement positif en Guadeloupe. 3 experts, dont David Marouani, sont venus de l'Hexagone pour donner au public des pistes pour amorcer ce développement personnel. Gandhi le dit très bien, il dit « incarne le changement que tu veux voir dans le monde ». Donc, c'est à nous de faire ça. Moi, je suis là juste pour donner des outils. C'est-à-dire que moi aussi, j'ai mes défauts. Le développement personnel, c'est infini. C'est un travail quotidien. Mais devenons ce sucre ou ce sucre qui rentre dans le café et qui change le goût, sans changer la texture du café. Ou la goutte de grenadine qui, au contact de l'eau, une goutte suffit pour changer la couleur de l'eau.
et son goût. Alors qu'elle était danseuse semi-professionnelle, Isabelle Dargent est victime à l'âge de 24 ans d'un accident de voiture qui la rend tétraplégique. Ce concept de vie l'aurait sauvée. Je sentais que j'avais mes jambes qui commençaient un petit peu à bouger et les contractures, il faut les m'arrêter de manière médicamenteuse. En fait, moi je sentais qu'elles m'aidaient un petit peu. Et du coup, je suis tombée sur ce kiné qui a dit mais on va s'en servir de ces contractures, t'inquiète. Donc du coup, il m'a aidé, il m'a dit on va se mettre debout, on va voir, on va tester. Et là, je fais un pas, deux pas, c'était parti quoi. Donc du coup, j'ai essayé de faire quelques pas. Alors je marche pas aujourd'hui, je fais une verticalisation active. Hein. Là, c'est pour ça il me tenait, mais je fais avec un déambulateur, je fais quelques tours de... C'est mon sport de la semaine quoi. Mais j'arrive quand même à mettre un pied devant l'autre, c'est génial quoi. Faut jamais abandonner. La preuve quoi. Moi, on m'avait dit vraiment la tétraplégie c'est définitif, il n'y a rien à faire. On m'avait dit beaucoup de choses négatives et si je m'étais confortée à ce qu'il m'avait dit, je serais en fauteuil électrique en train de me laisser faire, de prendre des médicaments et d'arrêter toutes mes contractures et d'endormir mon corps finalement. Et là en fait de m'être écoutée moi-même, d'avoir écouté mon corps, c'est ça qu'il faut faire je pense. C'est de s'écouter. Finalement voilà, je suis arrivée à me surpasser et je continue. Hein. Carton plein pour cette première journée du changement positif, devant un public conquis par cette philosophie de vie. Ayez une vision de vie pour prendre confiance en vous. Des militants d'une agriculture bio, il en existe également de plus en plus en Guadeloupe. C'est par exemple le cas de cette association Dot Soleil qui, à Petit-Bourg, s'est lancée dans une grosse entreprise de maraîchage. Ils sont des agriculteurs de nouveaux gens qui sont membres de cette vaste organisation du mouvement du maintien d'une agriculture paysanne. Le dossier signé Karine Gelman. Un réseau AMAP en Guadeloupe, c'est possible, mais ce n'est pas de tout repos. Didier est maraîcher. Installé à Petit-Bourg, il a créé Dot Soleil en 2011 et cultive des fruits et légumes bio. Dans le monde, finalement, on est plus sur une agriculture conventionnelle qui utilise des produits chimiques qui sont néfastes à la fois pour l'environnement et pour l'homme. Donc on a du mal à développer une autre agriculture et à revenir finalement à ce qu'on connaissait avant, avec une agriculture ancestrale qui se traduit en Guadeloupe par les jardins créoles. Donc on avait cette connaissance et puis au fur et à mesure du temps on l'a un petit peu perdu. Donc il s'agit de la retrouver maintenant. Et en agriculture bio, pas de pesticides et pas d'engrais. L'agriculture naturelle, on ne nourrit pas directement les plantes, donc on n'utilise pas d'engrais. On va passer par ce qu'on appelle des amendements. Issus de matières organiques, donc soit d'origine végétale, soit d'origine animale, pour faire des composts qui vont permettre de nourrir le sol, apporter de la vie au sol, notamment des micro-organismes, qui vont dégrader la matière organique, qui vont permettre ensuite à la plante de pouvoir se nourrir. Mais donc on ne nourrit pas directement la plante, on nourrit le sol. C'est une approche qui est différente. Le maraîchage bio peine à s'implanter en France. Il n'est développé que sur 3,5% des surfaces agricoles utiles et uniquement 0,2% des terres agricoles en Guadeloupe. Alors oui, il y a plusieurs difficultés. Premièrement, en termes de technique de culture, puisque l'agriculture guadeloupéenne est historiquement dirigée vers la canne et la banane. Donc c'est des secteurs qui sont structurés, pour lesquels on a travaillé au niveau technique, au niveau de l'organisation de la filière, chose qui n'existe pas, ou en tout cas dans une moindre mesure, pour le maraîchage, les cultures vivrières, et notamment pour ce qui est des cultures qui n'utilisent pas de produits chimiques. La banane et la canne à sucre ont donc toute l'attention, et pourtant... En Guadeloupe, on a un gros problème au niveau de la consommation, on consomme 80% des produits importés. Alors qu'on a tout ce qu'il faut pour justement produire des produits sains, on va dire, et à moindre coût pour le consommateur. Aujourd'hui, près de 35 espèces de plantes sont cultivées sur le jardin de Dot Soleil. 70 poules fournissent les œufs et 45 paniers AMAP sont commandés chaque semaine. En plus des paniers, Dot Soleil propose diverses activités liées à l'agriculture, notamment les jardins partagés. Un groupe de familles en fait, qui soit n'avaient pas accès à du terrain pour pouvoir faire un potager, soit qui avaient un petit morceau de terrain mais qui rencontraient des difficultés pour pouvoir mettre en place un potager. Donc l'association les accompagne ici pour pouvoir leur permettre d'apprendre des techniques et de comprendre un petit peu comment pouvoir faire de la culture de légumes et de la culture vivrière sans utiliser de produits chimiques. Avis aux amateurs de fruits et légumes sans pesticides, rendez-vous à la Martingale tous les lundis. Le réseau AMAP propose des produits de différents agriculteurs guadeloupéens. Voilà, l'association pour le maintien d'une agriculture paysanne.
On en vient à l'actualité dans la grande région de la Caraïbe. Il sera question aujourd'hui du blanchiment d'argent à Trinidad et de la prostitution à Sainte-Martine. Karine Gielman toujours. Trinidad, 500 millions de dollars blanchis. Près de 500 millions de dollars américains ont été blanchis à Trinidad et Tobago au cours des 4 dernières années, selon des informations rapportées par Suzanne François, directeur de la cellule de renseignement financier. Elle précise que cet argent provient principalement des institutions financières et des entreprises privées qui ont entrepris des activités criminelles. Cette somme importante pourrait provenir d'enlèvements, d'assassinats, d'extorsions, d'intimidations et d'infractions connexes telles que le trafic de drogue, la traite des êtres humains, le trafic d'armes, de munitions et les crimes et les meurtres. Elle a souligné que le traçage de l'argent sale vers le criminel était nécessaire afin de détecter le crime, de poursuivre et de démanteler les réseaux criminels, de saisir et de confisquer leurs richesses. Suzanne François informe que des mesures pour prévenir et détecter ces activités criminelles étaient stratégiques dans la lutte contre le crime de blanchiment d'argent. L'Équateur se prépare pour le sommet régional CELAC. Le vice-président de l'Équateur, Xavier Lasso, informe que son pays est presque prêt pour accueillir le 4e sommet de la communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes le 27 janvier prochain. Dans une déclaration, le ministre des Affaires étrangères a déclaré que 22 des 33 dirigeants de la CELAC ont déjà confirmé leur présence. Le sommet se tiendra dans le bâtiment de l'Union des Nations Sud-Américaines, situé dans une station touristique à environ 15 km au nord de la capitale, Quito. D'importants dossiers devront être traités. L'Argentine va proposer une déclaration revendiquant la souveraineté sur les îles Malouines et les Falkland Islands, tandis que Cuba va demander la restitution du territoire occupé par la base navale américaine de Guantanamo. Dans le contexte régional actuel, le président cubain Raúl Castro a déclaré lors de la session de clôture du Parlement cubain en décembre dernier qu'il est crucial de défendre l'unité de la CELAC comme un mécanisme légitime, nécessaire, unitaire et diversifié pour le dialogue et l'intégration politique. Le président de l'Équateur va d'ailleurs appeler les 33 chefs d'État à consolider leurs relations au sein de la CELAC. Fondé en 2010, le bloc de la CELAC comprend tous les pays composant l'Amérique latine, à l'exception des États-Unis et du Canada. Saint-Martin, taux élevé de prostitution et de clandestinité. Le procureur en chef de Saint-Martin, Tom Mann, va bientôt devoir s'expliquer devant le Parlement et la ministre de la Justice concernant ces déclarations qu'il a récemment tenues sur le taux de prostitution et de clandestinité sur l'île. Ces propos ont été repris par un journal néerlandais et immédiatement contredits par le parquet. Depuis lors, le procureur en chef refuse toute interview à la presse, se targuant d'une déclaration sur sa page Facebook professionnelle datant du 7 janvier dernier. Il rappelle le contexte de sa déclaration et le travail sérieux accompli par les différents organismes gouvernementaux de l'île. Néanmoins, il souligne l'énorme défi que Saint-Martin doit relever pour lutter contre les bateaux de contrebande remplis d'immigrés illégaux qui débarquent régulièrement sur l'île. Il informe qu'à Saint-Martin, il y a 12 sex-clubs dans lesquels environ 475 prostituées et 150 filles dansent et travaillent. Toutes les prostituées viennent de la République dominicaine et de la Colombie. Le parquet fait une comparaison avec la quantité de prostituées dans la ville d'Amsterdam et note que ramené au nombre d'habitants, il y a 6 fois plus de prostituées à Saint-Martin qu'à Amsterdam. Un chiffre édifiant. On en vient au sport, c'est aujourd'hui le début du championnat de Guadeloupe de voile traditionnel. C'est la plage des Amandiers à Sainte-Rose qui accueille les coursiers. Il y aura cette année 5 épreuves au programme et un épouvantail. Il s'appelle Wilbon Marcelin. L'an dernier, il a quasiment écrasé la compétition. Précision avec Éric Pommier. L'heure est à la motivation des troupes dans le camp de Francis Rosé. Le championnat de voile traditionnel démarre officiellement aujourd'hui sur le plan d'eau de la plage des Amandiers à Sainte-Rose. Les conseils du patron sont simples, prendre du plaisir avant tout. On n'a pas fait de régate depuis le TGVT. Et là, c'est une belle reprise avec un nouvel équipage, quelques débutants. Et voilà, on va essayer de continuer à prendre du plaisir, hein. C'est l'essentiel, il fait beau aujourd'hui, donc voilà. Les conditions sont magnifiques. Déjà, on va essayer de reprendre progressivement nos marques avant de prétendre être en compétition avec les meilleurs. Le discours ailleurs est totalement différent. Jean Forbin, par exemple, n'a qu'un seul but, démontrer qu'il a toujours la forme olympique et donc qu'il faut une année encore compter avec son équipage. Ah mais le titre pourquoi pas, on a fait 2 l'an dernier, mieux, et 1. Un Forbin peut en cacher un autre, celui-là c'est Marc, toujours motivé quand il y a du challenge dans l'air. 2016 pour ce jeune patron rime avec performance. Oui, c'est reparti pour un tour, là on reprend la saison d'Arda.
L'objectif de figurer dans les 3 premiers. Il y a les autres, 22 donc au total pour en découdre pour cette première manche. Bref, le championnat s'annonce bien gonflé avec de l'optimisme plein les voiles. Georges Santalican place sa saison sous le signe de rebondissement. Oui, ils vont abattre, mais il y a des jeunes loups là, il faut compter avec eux, Guillaume, Daryl, Garçon, tous ces Nicolas, tout ça, ils sont là. Et il faudra peut-être s'attendre à un TGVT très très animé avec tous ces garçons-là. Puis il y a surtout un homme à battre, Wilbon Marcelin, champion en titre et à domicile pour cette première étape. Même pas peur, on annonce, dans le clan Forbin. Là, normalement, on va faire au mieux. C'est sûr que c'est quelqu'un qui a de l'expérience, qui est de la génération de mon défunt père. Donc, c'est sûr que c'est un vieux loup des mers, comme on dit. Mais on va faire en sorte de lui montrer que la jeunesse est là. Sainte-Rose, étape rodage, le 20 février prochain à Pointe-à-Pitre, deuxième manche au programme. Allô les excuses, le championnat aura déjà atteint sa vitesse de croisière. Et puis football avec tous les résultats de la 12e journée du championnat de division d'honneur. L'Amical Club de Marie-Galante qui a été défait dès vendredi soir par la Gauloise 3-1. Le CSM qui s'est imposé difficilement avec un but inscrit en toute dernière minute face à l'Arsenal 2-1. L'AOG défait par l'USR 2-0. Le CA Marquisa qui a dominé l'Étoile chez elle, 1-0. L'Étoile qui est désormais dans les profondeurs du classement comme jamais elle ne l'a été. La Solidarité scolaire dans le Derby .3 a défait le Red Star 1-0. Sirocco qui domine l'USBM. Les Abimiens de Mario Relmi reviennent bien dans le championnat. 3-1 face à l'USBM. Et puis Phare du Canal et Juventus se sont quittés sur un score nul de 1 but partout. À l'issue de cette 12e journée, c'est l'USR toujours qui occupe la première place de ce classement. Avant de nous quitter, les nouvelles du temps qu'il fera sur notre archipel cet après-midi, c'est tout simple, du soleil pour les carnavaliers, du soleil sur toute la Guadeloupe, quasiment sans exception. Les quelques nuages que vous voyez, bien, ce sont les hauteurs de la Soufrière essentiellement. Et les températures seront comprises entre 24 et 29 degrés. Attention tout de même pour ceux qui vont participer au défilé et aux parades. Dans un instant, l'agenda d'Alizé, une météo complète de la Caraïbe, suivie du journal de TF1, de grands reportages et de notre magazine Turbo. L'information continue bien sûr sur Alizé, sur notre site alizé.com. Je vous rappelle tout de même cette information. La Guadeloupe est désormais placée en vigilance jaune pour des risques de houle en mer, une houle provoquée par un phénomène qui est né au large de la Floride, une tempête subtropicale, comme on dit, une dépression subtropicale. Je vous retrouve à 19h pour notre second rendez-vous avec l'actualité régionale. Excellente journée sur Alizé.